C'est vrai aussi que je me suis exprimé très tôt sur tout ce qui nous arrivait, il vous en souviendra, et notamment parce que je disposais de toutes les clés de compréhension nécessaires. Et donc, ce qui fait que dès le 18 mars, j'ai écrit un article qui a eu tout de suite, instantanément, énormément de lectures. Dès le mois de mai, j'ai publié un ouvrage dans lequel je décrivais l'entier de ce qui était en train de se dérouler. Et donc, j'ai eu la satisfaction de voir sortir il y a peu un article de celui qui est considéré comme le meilleur épidémiologiste au monde, John Ioannidis, que j'ai présenté dans le cadre du CSI et qui confirme l'intégralité de ce que j'ai dit dès mars, avril et mai 2020. Et je le dis vraiment sans orgueil. Quand vous avez les bonnes compréhensions, les bonnes connaissances, les bonnes références documentaires et que vous savez aller chercher celles qui vous manquent, vous voyez, c'est comme un médecin qui sait identifier que son patient a une angine à streptocoque. Si vous voyez qu'il a mal à la gorge, vous faites un frottis, il y a des streptocoques, il n'y a pas de mérite particulier à avoir compris ce qui se passait. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en même temps, ce qui m'a sidéré, c'est que je me sois retrouvé aussi seul dans la compétence qui est la mienne, parce que tout ce que je découvrais, évidemment, il faut le savoir. Si vous ne savez pas que les confinements sont totalement déconseillés en santé publique, que quand il y a une telle différence dans les facteurs de risque entre les groupes à risque et les groupes non à risque, on n'impose pas une mesure généralisée sur l'entier de la population, si vous ne connaissez pas les déterminants de la santé, évidemment que les discours gouvernementaux pouvaient paraître crédibles. Mais si vous avez pour 3 sous de connaissances et de compétences professionnelles, c'était juste absurde et irrecevable d'emblée. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que si peu d'entre nous soyons dressés? Il faut savoir que dans un premier temps, ces propositions ont été très bien reçues. J'ai eu une couverture de presse tout à fait appréciative dans, par exemple, Les Échos, l'Humanité, Le Figaro, Marianne, et vraiment en disant, il fait du bon boulot, c'est très intéressant ce qu'il dit. Donc, il faut laisser le crédit aux journalistes dans un premier temps d'avoir laissé le débat se dérouler. Il vous souviendra que Christian Perron était régulièrement invité sur les plateaux télé. Et c'est dans un deuxième temps que les choses ont basculé. Alors, en novembre 2020, le British Medical Journal, qui est la moins corrompue des principales revues médicales au monde, a vraiment fait un travail de lanceur d'alerte. 7 mois après que je l'ai fait, moi et d'autres, mais quand même, et en prenant une position extrêmement claire publiquement, disant actuellement la science est politisée, elle est réprimée, elle est en train d'être supprimée. Et comme vous le verrez, le constat posé par le British Medical Journal est tout sauf confus ou peu clair. Hein ? Ils ont dit la science est réprimée pour des raisons politiques et financières. Le Covid-19 a déclenché la corruption de l'État à grande échelle et elle est nuisible pour la santé publique. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire les choses plus clairement que ça, si ce n'est à la fin de l'éditorial où il relève que la politisation de la science est quelque chose de courant en dictature, mais qu'actuellement elle est en train de se produire dans nos démocraties, que le complexe médico-politique tend à supprimer la science pour engraisser et enrichir ceux qui sont au pouvoir. Quand même, ce n'est pas des éditoriaux qu'on rencontre tous les jours dans la littérature. Et à mesure que les puissants deviennent plus prospères, plus riches et plus intoxiqués par le pouvoir, les vérités de la science sont supprimées, et lorsque la bonne science est supprimée, les gens meurent. Voilà ce que dit le British Medical Journal en novembre 2020. En toute bonne logique, on aurait pu s'attendre à ce que ça ait un certain écho, à la fois dans le monde médical, dans le monde politique et dans la presse. Eh bien, rien. Pas une caisse de résonance, où que ce soit. Les choses avaient vrillé entre deux. Et certains d'entre nous avions commencé à nous faire tirer le portrait. Alors, c'est génial, j'ai 57 balais, ça fait 30 ans que je travaille en santé publique. Je suis sans fausse modestie un connaisseur de la corruption institutionnelle, mais aussi de l'adéquation entre les dispositifs de soins et les besoins de la population, des déterminants de la santé, de la salutogenèse. Donc, vous voyez ce que je veux dire, j'en touche un rayon dans mon domaine, je suis désolé d'avoir à le dire. Et tout d'un coup, un type, Victor Garcia, qui s'est fait accessoirement remonter les bretelles récemment par Idriss Aberkane, me présente comme un expert autoproclamé. Mais pas seulement ça, en guerre contre la science. Parce que je dénonçais la corruption dans le domaine scientifique. Alors évidemment que ça nous remet tout de suite dans les propos d'Ariane.
Un État dans lequel, si vous luttez contre la corruption de l'État, on vous fait passer pour un ennemi de l'État, c'est bien la définition même de la dictature. Et avec un petit twist amusant pour ceux qui apprécient ce genre de décortiquage, c'est qu'on est dans la version accusatoire. Comme l'a montré Idriss Aberkane, Victor Garcia se fait passer pour un journaliste scientifique, mais il n'a aucune formation dans le domaine scientifique, il ne comprend pas la science, il ne sait pas la lire, il ne sait pas la décrire. Donc comme William Oduro au Monde, qui est un spécialiste des jeux vidéo, et qui maintenant traitent des questions scientifiques, ce sont des autoproclamés qui n'y connaissent rien et qui cherchent à faire passer de bons experts comme étant des gens qu'il ne faut surtout pas écouter. J'enchaîne, non pas par nombrilisme, mais surtout pas pour me justifier. Quand vous avez affaire à des accusations malveillantes à tort, il ne faut surtout pas essayer de se justifier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la mécanique. ID News, qui est une feuille de propagande pour l'industrie pharmaceutique, a lu mon fameux article et il l'a décrit ainsi, une rhétorique sinueuse. Donc on instille tout de suite le soupçon. Et puis, le journaliste dit, il s'attache à défendre les positions du professeur Raoult. Mais ce n'est pas du tout mon propos. Moi, je suis un expert en santé publique. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le phénomène, et c'est la description de la crise Covid à travers mon prisme d'expert en santé publique et d'anthropologue de la santé que j'ai livré. Ce n'est pas la défense de Tartampion ou de qui que ce soit d'autre. Il se trouve que Raoult disait des choses intéressantes, donc je les ai commentées. Mais le but de mon propos, ça n'était pas de défendre les positions du professeur Raoult. Et là, vous voyez tout de suite sur le plan de la manipulation qu'on prive la cible de la noblesse ou de l'honnêteté de sa motivation pour instiller qu'il est en train de faire quelque chose de douteux. Et puis, extraordinaire, premier souligné en jaune, c'est un article un peu complexe, hein, mais en même temps, s'il a fait 1 million de vues en 48 heures, c'est qu'a priori, c'est de la bonne vulgarisation. Mais pour ce journaliste, c'est complètement hors d'atteinte. Donc il dit « suivent 16 longs paragraphes ». C'est-à-dire qu'il n'a rien compris. Mais c'est normal, il n'a pas les moyens intellectuels, les connaissances et les compétences de comprendre. C'est aussi simple que ça. Et puis après, il pointe le problème de mon article, c'est que je dis, mais c'est tout aussi vrai aujourd'hui, que le problème avec le Covid, c'est que c'est une maladie bénigne pour l'immense majorité des gens, mais qui peut être gravissime dans certains cas. C'est ce passage de la phase respiratoire à la phase vasculaire, qui concerne très peu de gens, mais qui, par contre, provoque des dégâts majeurs, surtout si on ne le soigne pas. Donc, vous voyez, j'identifie le 18 mars le cœur du problème, et lui dit c'est un procédé, semble-t-il, fréquent chez l'auteur. Oui, mettre le doigt sur les choses qu'on peut vérifier et qui s'avèrent vraies encore 2 ans plus tard, j'espère que c'est effectivement quelque chose de fréquent chez moi, en tout cas j'y aspire. Et donc, on a eu ce twist d'emblée, avec de surcroît, ça ne vous aura pas échappé, l'accusation de complotiste, mais bête. Hein, Laurent Mucchielli a montré récemment, et le dira cet après-midi, que c'est l'étiquette la plus stupide que vous puissiez trouver. Ça ne correspond à rien. Ça ne rime jusqu'à rien. Et en fait, c'est un processus très connu en psychologie sociale, qui est celui de la stigmatisation. Hein, youpin, nègre, bougnoul, rouge, facho, pédé. Hein, vous collez une étiquette désobligeante sur un groupe de personnes. Vous associez des stéréotypes, donc je crois qu'on a tous été antisémites, trumpistes, d'extrême droite, homophobes et négateurs du réchauffement climatique. Bon, voilà. Ah, platistes, on croit que la Terre est plate. Tout ça, ça permet de séparer les gens en disant ils ne sont pas dignes de faire partie de la communauté ou d'être considérés comme des interlocuteurs, et donc une discrimination qui en suit. C'est évidemment très grave, et ce qui me désole, c'est qu'on a vu ça chez les élites, chez les universitaires, chez les journalistes, chez les politiciens, et ça veut dire qu'on n'a pas encore la masse critique dans la population de savoir que ce genre de procédé est toxique et inacceptable, et que c'est indigne de se livrer à ça. D'autant plus que les étiquettes étaient là encore stupides au possible, anti-vax, anti-masque, hein, non, anti-obligation de alors que ça sert à rien et que ça crée des dommages. Oui, ça oui, mais anti-masque, ça veut rien dire. Hein. Même Martin Blachier a dit, à ce stade, si on disait aux gens de porter un pneu sur la tête pour les protéger, ils le feraient. Alors on peut ajouter anti-pneu sur la tête. Hein.
Non, mais voyez le degré de débilité, mais aussi de nocivité, parce qu'évidemment, toutes les dérives totalitaires commencent par ça, c'est-à-dire qu'on déshumanise une catégorie de la population et on légitime le fait de s'en prendre à eux. Et donc, il aurait dû y avoir une réaction éthique, démocratique et humaniste massive par rapport à cette manipulation. Accessoirement, ça n'est peut-être pas entièrement anodin, j'ai co-préfacé avec Ariane Biran la traduction en français d'un livre d'un professeur de sciences politiques américain, Lance Heaven-Smith, qui fait toute l'histoire de l'étiquette théoricien du complot, dont je pense la plupart d'entre vous savent qu'elle a été mise au point par la CIA pour étouffer dans l'œuf tout débat critique autour du rapport d'enquête sur l'assassinat du président Kennedy, qui est un rapport qui n'est pas crédible. Hein, il ne peut pas avoir décrit la réalité des faits. Hein, et donc la CIA, anxieuse qu'on remette en question ce rapport, a forgé cette étiquette stigmatisante, théoricien du complot, pour empêcher qu'il y ait un débat public. Et pour la petite histoire, Joe Biden vient de prolonger la classification des documents sur l'assassinat du président Kennedy au motif que ça risquait de menacer la sécurité, notamment militaire, des États-Unis. Donc, quelle autre preuve pouvons-nous avoir qu'il y a une conspiration? Il y en a déjà 5 ou 6 dans cette affaire qui ont été dévoilées. Je peux vous les nommer avec les documents à l'appui. Mais cette étiquette continue de faire florès. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment les choses bêtes et méchantes trouvent si facilement leur voie dans l'opinion publique, en tout cas quand il y a la machine de propagande pour les porter. Alors on a vu ce déferlement de haine et de dénigrement, Christian Perron, anti-vax et idole de l'extrême droite, la chute d'un professeur jadis respecté. Je vous donne envie l'auteur de cet article, Victor Garcia. Et puis une vraie harcélosphère, médiatico. Mais alors ça, il faut savoir que c'est très pensé, c'est très organisé. Et donc vraiment des stratégies collectives de dénigrement de tous ceux qui osent s'opposer à une narration par ailleurs complètement délirante. Sur la base d'éléments complètement faibles, donc une des officines en question, c'est Conspiracy Watch, avec des financements extrêmement douteux, avec un type à sa tête qui n'est personne, il n'a jamais rien fait d'intéressant, il ne comprend rien à rien, mais néanmoins, c'est vers lui qu'on se tourne pour savoir si quelqu'un est complotiste ou pas. Donc vous voyez, on est vraiment dans du UNESCO, je ne sais pas comment le dire autrement. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la réalité du problème de corruption, tel que je l'ai énoncé le British Medical Journal, a été complètement étouffée? Et là, on se trouve dans une position intéressante. Un des avantages que j'ai eu, c'est que ça faisait une quinzaine d'années que je travaillais le thème de la corruption institutionnelle dans le domaine de la santé. Donc là encore, quand vous avez les clés de lecture, vous voyez tout de suite. Et en fait, on s'est retrouvé dans une position complètement schizophrénique, parce que d'un côté, c'est un problème universellement reconnu. La Commission européenne, qui est en train de magouiller de la manière la plus éhontée possible, en 2014, signalait que la vulnérabilité à la corruption est généralisée dans le secteur de la santé. Généralisée. En disant que les commissions occultes et la corruption sont préoccupants. Encore, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le dire plus explicitement que ça. Rapporteur à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, même chose. Il faut confronter la corruption qui est le problème majeur dans le domaine de la santé et veiller à protéger les lanceurs d'alerte. Je vous laisse apprécier à quel point on a été protégé par les pouvoirs publics et académiques. Merci les gars, vous avez bien compris l'histoire. On fera un petit cours de rattrapage dès qu'ils seront sortis de leur transe hypnotique. Ex-ministre de la Santé de l'Équateur, chercheuse en santé publique, j'ai vu de la corruption partout et personne n'a l'air de vouloir rien y faire. Dans le Lancet, c'est cocasse quand même. Bien sûr, le fameux rapport de la Chambre des communes britannique en 2005, souvent cité par Philippe Evin, vraiment, encore, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut nommer les choses de manière plus explicite. L'industrie pharmaceutique trahit systématiquement ses responsabilités à l'égard de la population. Elle s'est infiltrée dans tout le système à tous les étages. Et elle est hors de tout contrôle, ses tentacules s'infiltrent à tous les niveaux, il faut lui imposer de profonds changements. Les seuls changements qu'on a imposés depuis, c'est de laisser les tentacules aller encore plus loin. Donc vous voyez, c'est vraiment du James Bond. C'est le spectre ou la pieuvre.
Sauf que dans James Bond, les gouvernements luttent contre la pieuvre ou le spectre. Là, ils sont au service du spectre. C'est exactement ça ce que ces rapports d'enquête nous disent. Sénat français, Olivier a rappelé comment H1N1 avait une répétition générale, très bon rapport d'enquête, où on voit tout ce qu'on a revu maintenant, très critique sur l'action de l'OMS, tendance à la pensée unique, pensée de groupe, biais dangereux, tous les éléments rassurants ont été occultés pour continuer à faire paniquer la population, grand conflit d'intérêts à l'intérieur de l'OMS et de ses experts qui tous allaient dans une direction. Seule la vaccination est une solution à cette situation. Donc c'est vraiment du copier-coller. Et je rappelle souvent qu'en aéronautique, quand on fait un post-mortem, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui n'a pas marché, c'est pour pouvoir empêcher la répétition d'un accident, pas s'assurer que l'accident suivant sera encore plus important. Alors, dans la constellation impliqués dans la corruption systémique, il faut déjà reconnaître, ça c'est l'ancien rédacteur en chef du British Medical Journal qui l'écrit, c'est que les journaux médicaux, les grandes revues médicales, sont le bras armé du marketing des pharma. Ils ne sont pas là pour donner la science. De toute manière, la science en médecine, c'est un concept un peu compliqué sur le plan épistémologique. Ils sont là pour assurer des débouchés commerciaux. Ioannidis avait montré en 2005 que l'essentiel de ce qui est publié dans les revues est faux. Essentiellement pour deux raisons. C'est très difficile de faire de la science sur une praxis, et la médecine est une praxis. Donc déjà, il y a beaucoup de marge d'erreur parce que c'est très difficile à modéliser, mais aussi parce que l'essentiel, enfin, beaucoup de papiers sont frauduleux à dessein. On se souvient tous de l'escroquerie rétractée dans le Lancet, phénoménal. Et puis les anciens rédacteurs en chef des journaux médicaux, dont le New England, qui cette fois-ci s'est de nouveau caractérisé par un ensemble d'inconduites, mais gravissimes. Avec l'ancien rédacteur en chef, Relman, disait « La profession est achetée par l'industrie pharmaceutique, je pense que c'est honteux ». Marcia Angel, il n'est tout simplement plus possible de croire une grande partie des recherches qui sont publiées, ni de se fier à des directives médicales faisant autorité. Les insiders nous le disent haut et fort. Deux citations récentes transmises par Pierre Corry, toujours Marcia Angel à droite, devenue avant tout une machine de marketing pour vendre des médicaments aux bénéfices douteux, Big Pharma utilise sa richesse et son pouvoir pour coopter toutes les institutions qui pourraient se mettre en travers de son chemin. Donc c'est la Haute Autorité de Santé, c'est l'Agence de sécurité du médicament, c'est l'Académie de médecine, c'est tout ça. Et on le voit, aujourd'hui, ce sont des instances corrompues, purement et simplement. Et puis Assem Malhotra, qui est un cardiologue britannique, dit « Le véritable scandale est que les médecins et les revues médicales sont de connivence avec l'industrie pour obtenir des gains financiers et que le régulateur ne parvient pas à empêcher les comportements répréhensibles de l'industrie. » Alors vous voyez, ça c'est établi, c'est béton, c'est du mainstream. Ce n'est pas des marginaux ou des platistes qui sortent des trucs pareils. Donc on a d'un côté le constat qui est aussi solide qu'il est possible de l'être, et de l'autre côté cette chape de plomb d'omerta qui s'est abattue sur ce sujet avec l'attaque de tous ceux qui osaient essayer de rappeler que ça posait quand même un problème.